Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel et cette fois-ci, on va apprendre à faire des diagrammes en barres et en secteurs à l'aide de D3JS, donc sur JavaScript. Pour cela, on va utiliser le site codepen.io sur lequel on va donc pouvoir créer un nouveau pen où on va retrouver les 3 cases de code, donc HTML, CSS et JavaScript. On va finalement très peu se servir de la case HTML. On va se servir de la case CSS pour tout ce qui est de la mise en page. Mais la case la plus utile sera pour nous la case JavaScript où il va y avoir tout le code. Donc dans la vidéo, on va suivre la trame du TD afin d'arriver finalement à faire le diagramme en barre et le diagramme en secteur. Donc moi je vais vous présenter le diagramme en barre et Juive va vous présenter plus tard le diagramme en secteur. Donc pour commencer, on va copier le code HTML que l'on avait donc mis dans le TD dans la case HTML. Et donc une fois que c'est fait, on va copier le code CSS qui est aussi disponible dans le TD. Donc c'est avec ce code CSS que l'on indique que la hauteur, donc qui sera la hauteur finalement du résultat qui sera affiché ici, fait 100% de l'affichage ici. Et que la marge donc est de 0 sur les côtés. On va maintenant passer aux questions du TD que l'on va effectuer petit à petit pour vous montrer les résultats. La première question demandait de créer une variable data_array qui est donc un tableau contenant les valeurs que l'on a indiquées dans le TD. Pour cela, on va aller du côté du script JavaScript et on va créer une variable comme on l'a indiqué dans le cours précédent. Donc on va par exemple appeler cette variable data_array et on va donc la mettre entre crochets en mettant les valeurs. Donc je les avais copiées, mais il faut les séparer par une virgule. Donc ici, on reconnaît la représentation d'un tableau assez classique avec les crochets. Donc là, on a nos données qui sont dans la variable data_array. Donc ça, on va s'en servir plus tard, mais avant, on va créer donc un SVG qui est la partie sur laquelle le diagramme sera déposé. Donc le SVG, qu'est-ce que c'est? En fait, globalement, ce sera un rectangle dont il faut définir la taille. On peut définir aussi sa couleur. On va rester basique, on va rester sur du blanc. Mais il faut bien définir sa taille pour que le diagramme soit bien dessus et non à côté, sinon il ne sera pas visible dans la partie basse ici du document. Donc pour créer un SVG, on va faire comme indiqué dans le TD, c'est-à-dire qu'on va utiliser la fonction D3select qui se trouve en fait dans le body du HTML. Donc on va l'appeler SVG et donc on va utiliser, comme je l'ai expliqué, D3select body, donc le body du HTML, auquel on va append SVG, qu'on va indiquer entre guillemets. Ensuite, on va sauter une ligne pour plus de clarté. Bien sûr, c'est facultatif. C'est juste plus clair après dans le code quand il y a des tabulations et que tout est aligné et qu'on se rende bien compte qu'on est encore dans la définition de la variable SVG. Maintenant, on va s'occuper des attributs de cette variable. Donc avec .atre, on va pouvoir définir sa longueur et sa hauteur, ce qui est finalement assez important. En fait, pour simplifier, on va lui dire qu'on aimerait que ça prenne 100% de ce qui est actuellement affiché sur notre ordinateur, donc cette barre en bas. Et on va lui attribuer, maintenant qu'il a la hauteur, on va lui attribuer
la largeur. Et pareil, on veut que ce soit 100%. On n'oublie pas les guillemets. 100%. Et encore les guillemets. Maintenant, on a un SVG qui fait en fait tout simplement la taille du rectangle du bas. Et donc, c'est là, sur ce SVG que l'on va disposer notre diagramme. On va pouvoir s'intéresser maintenant à nos rectangles, puisqu'un diagramme à barre est constitué de rectangles de la taille correspondant aux données que l'on a pu rentrer dans Data Array. Alors, pour ce faire, on va utiliser la fonction SelectAll de D3 que l'on va appliquer à notre SVG. Et donc cette fonction va permettre de sélectionner tous les rectangles qu'elle va détecter dans donc, les données que l'on va inscrire maintenant. Si elle repère des rectangles, elle va les conserver. Si elle n'en repère aucun, elle va tout simplement rester vide. Maintenant que l'on a recherché les rectangles, on va les créer pour nos variables avec .append de rect. On a maintenant nos 9 rectangles correspondant aux 9 données que l'on a entrées dans la variable. Et maintenant, ce qu'on souhaite, c'est leur définir une hauteur, une largeur et une position sur le SVG. Pour cela, rien de plus simple, on va utiliser les attributs, comme on l'a vu auparavant. Et donc, on n'oublie pas le point. Attribut de hauteur. Donc, on va essayer, par exemple, une hauteur de 250. On va attribuer une largeur. Pareil, on va essayer une largeur de, mettons, 40. Et maintenant, il faut attribuer une position sur le SVG. Et c'est là que l'on va voir quelque chose d'un peu étrange sur JavaScript. On va voir ça ensemble. Donc si on met par exemple une valeur X de 25 et une valeur Y de 50 par exemple, entre guillemets, on n'oublie pas, on voit ici la barre qui s'est créée. Alors on ne comprend pas bien pourquoi 25-50, ça le trace à cet endroit-là. On ne saisit pas bien. Donc pour voir un peu à quoi ça correspond, on va essayer de changer les valeurs de X et Y. Donc on voit que quand on augmente la valeur de X, ça décale la barre vers la droite. Donc on comprend assez vite que X représente la distance entre le côté gauche du SVG et donc la distance depuis le côté gauche. Maintenant Y, on comprend pas bien, donc on va mettre Y nul, et là en fait on comprend bien que l'origine pour lui, l'origine est le coin en haut à gauche du SVG. Donc c'est pas vraiment notre sens de lecture habituel, on a l'habitude que les diagrammes en bâton aient pour origine plutôt le côté en bas à droite, et donc c'est là qu'il va falloir finalement voir comment régler ce problème. On verra ça par la suite. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a l'impression qu'on a une seule barre. Donc, pour avoir nos 9 barres, il faudrait qu'on ait 9 positions différentes sur l'axe des X. Donc pour cela, on va mettre une fonction au lieu des 100 qu'on a mis à titre indicatif. On va devoir indiquer pour les X une fonction qui dépend des données et de l'index des données. Alors pour les fonctions sur JavaScript,
On va tout simplement écrire function, on va écrire les points d'entrée, donc D et I, qui sont en fait nos données et l'index de nos données. Et à l'aide des accolades, on va pouvoir écrire notre fonction. Donc ce que l'on veut que la fonction renvoie. Ici, qu'est-ce qu'on veut? Donc, on veut qu'elle nous renvoie la position de chaque rectangle sur l'axe des X. Donc, pour cela, on va prendre l'index de chaque rectangle, enfin de chaque valeur qu'on a entrée dans les données, et on va lui multiplier donc un facteur, un nombre de pixels qui nous convient. Donc en fait l'idée c'est de par exemple prendre la largeur d'un rectangle et d'ajouter quelques pixels pour que tous les rectangles ne se chevauchent pas. Donc on va prendre par exemple 60. On va refermer la fonction avec un point-virgule et l'accolade pour pouvoir observer ce qu'on obtient. Alors, on a bien nos 9 rectangles qui sont bien espacés. Là, le premier rectangle est collé sur le côté gauche. Donc, on va ajouter, mettons, 25 au X pour tous les décaler. Donc, on a bien nos 9 rectangles qui sont bien positionnés sur l'axe des X. Cependant, on remarque que au niveau de l'axe des Y, ça va pas vraiment. Et on remarque qu'ils ont tous la même hauteur, ce qui est vraiment pas ce qu'on veut. On va donc jouer cette fois-ci avec la hauteur, qui n'est plus la même pour tous. Donc on va refaire tout simplement une fonction qui dépend aussi de D et de I. Donc je vais copier-coller ça pour plus de simplicité. Mais qui cette fois retourne en fait tout simplement la valeur de D. Alors, est-ce que c'est convaincant? Pas vraiment. On voit que comme les valeurs de D sont trop petites, on va mettre un facteur, on va essayer plusieurs valeurs. 10 c'est un peu grand, donc en fait ça dépend tout simplement de la taille aussi de votre fenêtre. 7 semble pas mal, on voit bien chaque donnée, c'est assez clair. Maintenant il faut résoudre le problème du Y. Comment le remettre dans le bon sens entre guillemets? On va prendre une largeur en pixels qui sera plus grande que la plus grande des valeurs que l'on a pour les rectangles, à laquelle on va retrancher la valeur des données. Donc encore une fois, on va passer par une fonction, toujours une fonction de D et de I, mais cette fois-ci, on va jouer sur les Y. Hop, j'ai recopié-collé pour plus de simplicité. Et cette fois-ci, on veut que ça nous donne une valeur de Y convenable. Donc en prenant par exemple une valeur de 350 auquel on retranche la valeur que l'on a mis en hauteur, donc ici D fois 7. Bien sûr, suivant la taille de vos données, etc., il faut un peu jouer sur les paramètres. Donc là, on voit qu'on va rester sur la valeur 300. On a bien nos rectangles en entier qui commencent en bas. Finalement, on est pas mal. Là, on a notre diagramme en barre qui est globalement satisfaisant. On peut maintenant régler les soucis de mise en page et l'étiquette à placer sur les rectangles. Pour cela, en fait, on va nommer tous ces rectangles en mettant également un attribut. Cette fois-ci, ça sera un attribut de classe. Et on va appeler par exemple bar. Ici, on peut choisir le nom qu'on souhaite. Bar semble assez convenable. Et on va maintenant régler la mise en page dans la partie CSS du code. C'est assez simple. On va mettre point bar, donc le nom qu'on a mis. À l'aide d'accolades, on va
remplir, fill, et là on choisit la couleur. Donc il y a vraiment beaucoup de couleurs, rouge, magenta, violet. On peut vraiment choisir les couleurs qu'on veut. On va rester sur du violet. Et quelque chose d'assez pratique, c'est qu'on peut mettre aussi une couleur qui change lorsqu'on passe la souris dessus. Donc black, pardon, c'est un seul O, donc black, et donc on voit bien que ça change de couleur en passant la souris dessus. Pour un diagramme à barre, c'est pas extrêmement utile. Pour d'autres diagrammes, ça s'avère plus utile. Maintenant, qu'est-ce qui manque dans le diagramme? On aimerait bien quand même avoir les valeurs correspondant à chaque barre. Pour cela, c'est assez simple. En fait, on va tout simplement reprendre le code des rectangles, puisque finalement, quand on veut ajouter du texte, comme on a pu ajouter les rectangles, cette fois-ci, on va changer. Au lieu du rectangle, on veut du texte, donc qui est représenté par texte. Je nomme la classe texte. Cette fois-ci, il faut également ajouter une fonction, la fonction texte, pour faire apparaître le texte. Et dans cette fonction, on va placer la fonction qui a des renvois D, comme on a pu le faire en fait dans la hauteur. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas multiplier par 7, puisque on s'intéresse aux valeurs. Donc c'est assez satisfaisant. On aimerait bien que ça soit un peu plus décalé vers la droite, donc on va tout simplement jouer avec les X. Au lieu d'ajouter 25, on peut par exemple ajouter 35. On peut les remonter un peu, puisque c'est collé à l'axe, on n'aime pas forcément ça. Donc cette fois-ci, on joue sur les Y. Il faut diminuer la valeur, donc pas non plus énormément, 270, c'est un peu trop. En fait, il faut vraiment jouer avec les valeurs pour un résultat satisfaisant. Donc là, c'est assez joli, mais on peut maintenant mettre des couleurs comme on a pu mettre pour bas. En fait, c'est totalement pareil, sauf qu'ici on l'a appelé texte. On peut mettre n'importe quelle couleur, violet, et on peut mettre de la même manière que pour les barres. On peut mettre une couleur qui change quand on passe la souris dessus. Voilà finalement le diagramme final, qui est assez joli, surtout on peut changer de couleur assez rapidement, on peut mettre n'importe quoi. C'est franchement assez simple d'utilisation. Maintenant, on va voir dans la partie suivante comment faire un diagramme à secteur.